C'est le 71e numéro de la deuxième saison de ce magazine. Nous saluons votre fidélité sans cesse renouvelée. Pour ce qui est de la semaine écoulée, je vous rappelle qu'il était question de l'efficacité des opérations antiterroristes au sein de la Confédération des États du Sahel. Le territoire est beaucoup plus vaste et nos effectifs n'arrivent pas à couvrir tout cet espace et les terroristes profitent de cela pour effectuer des mouvements et cela complique les opérations de nos armées. C'est le vœu de tout militaire d'abord de participer à des opérations conjointes, et particulièrement pour nous dans le cadre de l'AES. Cette pensée est d'autant plus positive que j'ai participé non seulement à la mise à jour du CONOPS de l'opération à l'OPLAN et aujourd'hui je suis sur le terrain dans le cadre de l'exécution de cette même opération qui est à sa deuxième phase. On est là sur le terrain pour ce combat-là. Il faut s'armer de courage, il faut avoir la volonté, il faut être prêt à se sacrifier vraiment pour les autorités et pour notre population. Les opérations qui sont conduites de façon conjointe donnent toujours de meilleurs résultats que les opérations qui sont conduites isolément. La difficulté, c'est que jusqu'à présent, le nombre d'opérations conjointes n'a pas considérablement augmenté par rapport aux actions qui sont posées par les groupes djihadistes. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la faiblesse. Il y a de bonnes intentions, il y a des résultats à chaque fois que les pays ont pu travailler ensemble. Mais la difficulté, c'est qu'ils ne travaillent pas toujours ensemble. Il y a beaucoup de réunions et souvent, entre les réunions qui se font et le travail qui se fait en commun, il y a un décalage. Et à mon avis, c'est ce gap-là qui doit être rapidement comblé pour qu'on trouve des résultats. Des populations sahéliennes qui bénéficient des effets positifs des opérations antiterroristes dont nous parlons continuent de souffrir le martyre. Dans un contexte volatile, le maître mot, c'est la résilience. Nous, on était à Djibouti, ça chauffait là-bas. Il y a eu des tirs un jour et on nous a chassés. C'est pourquoi moi je suis venu ici. En tout cas, c'est chaud. Moi j'étais menuisier. Je travaille un peu. Il faut reconnaître que c'est difficile. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, j'ai d'abord fait le commerce. Ça ne marchait pas vraiment. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer dans le tissage de pagnes traditionnelles. Ce n'est pas simple, surtout pour la matière première et aussi le matériel. Vous voyez toutes les femmes qui sont ici, elles ne veulent pas s'asseoir sans rien faire. C'est le combat, hein. Il faut plutôt qu'à se lever chaque fois, tourner de gauche à droite pour en tout cas survenir à tes besoins. Voilà, si tu dis que tu es arrivé ici, tu es étranger, de l'autre côté là tu travailles, arrivé ici tu ne peux pas travailler là, ça va jouer sur toi aussi. Mais avec l'arrivée ici, on nous a bien accueillis. Les populations sont vraiment résilientes. Même si des coups de feu se font entendre, les gens continuent de vaquer à leurs occupations pour survivre. Ces personnes ont décidé de s'en remettre à Dieu. Sinon, elles ne peuvent pas abandonner leurs activités. Des cas d'attaque sont parfois signalés aux alentours de la ville, notamment sur les routes des marchés hebdomadaires. Les forains sont dépouillés de tous leurs biens, mais cela ne les empêche pas de poursuivre leurs activités. Et donc cette semaine, nous écoutons les populations sahéliennes confrontées à l'insécurité nous décrire leur capacité de résilience. Dans le Sahel, c'est avec le soutien de la fondation Open Society. Avant d'entrer dans le vif du thème de la semaine, les suites de la dernière attaque contre les soldats béninois dans l'extrême nord du pays, dans la zone frontalière que partage le pays avec le Niger et le Burkina Faso. Une nouvelle incursion des combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui a fait 54 morts, selon le porte-parole du gouvernement béninois qui s'est exprimé là-dessus. Rejoignons sans plus attendre à Cotonou Aziza Damsoulé pour plus d'explications. C'est l'une des rares fois où le gouvernement béninois réagit officiellement à une attaque terroriste contre l'armée. Selon le porte-parole du gouvernement, l'assaut terroriste il y a une semaine a fait 54 morts et une dizaine de blessés. Au nom de l'État, Wilfried Liandongbedji a présenté les condoléances aux familles des soldats décédés.
La psychose ne doit pas gagner la population, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Chaque enfant du Bénin qui meurt, c'est toutes les familles du Bénin qui sont éplorées. Davantage quand il s'agit de plusieurs d'entre eux, il est difficile d'en parler. Et que ces enfants aient le courage de donner de leur vie pour nous défendre, on n'a pas de raison de baisser les bras. Wilfried Léand Humbedi poursuit que la hiérarchie militaire peaufine de nouvelles stratégies de lutte antiterroriste. On ne souhaite pas perdre davantage d'enfants. Et là-dessus, je peux vous dire que depuis ces événements, le chef de l'État a eu des séances multiples avec le haut commandement militaire pour évaluer avec eux la situation, les stratégies, voir encore quels sont de tous les équipements que nous avons commandés, ceux qui ne sont pas encore arrivés, et en attendant, est-ce qu'il y aurait d'autres besoins pour être encore plus performants avec nos soldats. L'attaque du jeudi dernier contre des soldats dans 2 localités du Point Triple, zone frontalière avec le Niger et le Burkina Faso, est la plus meurtrière contre l'armée depuis le début des incursions de groupes armés dans le nord du Bénin. Cotonou, Aziz Adam Soulé pour la West Africa Democracy Radio. Revenons à notre sujet de la semaine. La capacité de résilience des populations affectées par l'insécurité. Et sachez qu'au Sahel central, les déplacements de populations se poursuivent. Dans le même temps, des Sahéliens attachés à leur terre refusent de partir malgré les menaces des hommes armés. Et dans ce cas, se développent des techniques pour s'adapter dans un environnement où peut survenir le carnage à tout moment. Dans la région du sud-ouest du Burkina Faso, les populations affectées par l'insécurité font preuve de résilience. Populations hautes ou déplacées internes, elles s'adaptent à la situation sécuritaire à travers diverses activités. Le commerce, l'orpaillage, les petits métiers. Les victimes de la crise ne comptent pas s'apitoyer sur leur sort. Focus sur ces initiatives de résilience avec Martin Kaba qui a partagé les quotidiens de ces populations. L'insécurité qui m'a envoyé ici. Adama Kiemde est un déplacé interne de la province du Soum. Ce quinquagénaire aura parcouru 600 km de Djibo à Gawa dans la région du sud-ouest pour fuir les attaques terroristes. 2 ans après avoir rejoint cette localité, cet homme a du mal à oublier le passé. Le regard perdu dans ses souvenirs, il est encore affecté. La vie qu'on menait de l'autre côté là, et arrivé ici là, on voit qu'il y a une différence. Une grande différence. Mais en tout cas, ça va. Au début là, psychologiquement, ça a trop joué sur nous, mais en tout cas, par la grâce de Dieu maintenant, on rend grâce à Dieu, on peut survenir à nos besoins. Voilà. Il y a beaucoup de choses même qu'on a commencé à oublier. À Djibo, Adama était couturier, une activité qu'il ne parvient pas à mener dans sa localité d'accueil. Dès son arrivée, il s'est donc lancé dans d'autres activités génératrices de revenus, comme le commerce de téléphones portables et accessoires. Cela pour parvenir à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, mais aussi s'évader et tourner la page de son traumatisme. C'est le combat. Il faut plutôt se lever chaque fois, tourner de gauche à droite pour en tout cas survenir à tes besoins. Voilà, si tu dis que tu es arrivé ici, tu es étranger, de l'autre côté là tu travailles, arrivé ici tu ne peux pas travailler là, ça va jouer sur toi aussi. Mais avec l'arrivée ici, on nous a bien accueillis. La région du sud-ouest est également touchée par l'insécurité dans sa partie sud. Des centaines de déplacés affluent donc dans des localités comme Gawa, Djibo, Dano et Kamti. À Kamti, justement, Olo Kambou a fait de la menuiserie son gagne-pain. Venu de la commune de Djigoué à une 60aine de kilomètres, il dit faire ainsi face à l'adversité. Nous, on était à Djigoué. Ça chauffait là-bas. Il y a eu des tirs un jour et on nous a chassés. C'est pourquoi moi je suis venu ici. En tout cas, c'est ça. Moi j'étais menuisier. Je travaille un peu. Maintenant, je suis venu chercher un patron ici. C'est avec lui que j'ai fait un peu. J'ai continué. Maintenant, j'ai eu un peu. J'ai cherché petit coin
où je suis assis aussi, je fais un peu. Cette activité lui rapporte environ 2000 francs CFA par jour, l'aidant dans la prise en charge de sa famille. Mais Olo n'est pas satisfait de son revenu. Il se dit pas très connu dans la localité, d'où la rareté de la clientèle. Le trentenaire appelle donc à l'aide. Il souhaite de la part des autorités un accompagnement. Un accompagnement souhaité également par Aminata Gengane, affairée dans un atelier au tissage d'un pain traditionnel. Cette mère de 3 enfants est venue de la région des Cascades il y a un peu plus d'une année. Il faut reconnaître que c'est difficile. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, j'ai d'abord fait le commerce. Ça ne marchait pas vraiment. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer dans le tissage de pain traditionnel. Ce n'est pas simple, surtout pour la matière première et aussi le matériel. Vous voyez toutes les femmes qui sont ici, elles ne veulent pas s'asseoir sans rien faire. Les autorités disent que nous devons nous adapter à la situation et ne pas baisser les bras. Nous sommes d'accord puisque c'est pour nous-mêmes, mais sans accompagnement, il faut reconnaître que c'est difficile. Dans la province du Poni, les victimes de la crise sécuritaire sont regroupées en associations. Cette organisation vise à les accompagner dans l'adaptation et la résilience. Cela à travers l'initiation à des activités génératrices de revenus. Adama Kiemde est le président de cette association. La plupart des pays qui sont là, généralement les hommes là, tous se sont lancés sur l'orpaillage. Ceux qui sont là, qui font le commerce, ou soit les petites activités que nous on mène ici là, donc elles ne sont pas nombreux. Mais souvent, on forme aussi les femmes sur la transformation des produits locaux. Par exemple, le soja, on transforme en bouillie soja, en lait soja. Et le sumbala aussi, j'ai eu à former des femmes pour ça. Et puis la saponification, l'engrais bio, on a eu à former des femmes pour ça. Maintenant, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui sont là-dessus. C'est ça, d'autres même font pour survenir à leurs besoins. Dans la région du sud-ouest, plusieurs déplacés ont déjà regagné leur localité au regard d'une amélioration de la situation sécuritaire sur place. Dans son atelier de menuiserie, Olo Kambou envisage également repartir dans son Djigoué natal. Je vais repartir, comme beaucoup sont repartis. En tout cas, je suis en train de me préparer pour... De retour de Gawa, Martin Kaba, West Africa, Democracy Radio. Au Mali, les populations locales confrontées à l'insécurité affichent une capacité de résilience assez remarquable depuis le début de la crise sécuritaire. Malgré la présence des groupes armés et des menaces régulières d'attaque, ces communautés continuent de se battre chaque jour pour survivre. Dans le cercle de Diema, par exemple, cette capacité de résilience apparaît comme un véritable moyen de faire face aux défis quotidiens. Des forains qui font vivre l'économie locale sont l'illustration de la résilience. Ils sont la cible d'attaque, notamment les jours de foire. Notre correspondant au Mali, Aliou Cham, a récemment séjourné à Djema. Aux premières lueurs du jour, le marché de la ville s'anime au son des camions et des forains. Pendant que certains sont déjà installés, d'autres continuent de charger les bagages des camions prêts à démarrer. Comme chaque mardi, ils s'apprêtent à rallier le marché hebdomadaire d'une ville située à 40 km de Djema. Malgré les attaques récurrentes des hommes armés, ces forains empruntent cette route, la paire au ventre. Sur place, c'est difficile de trouver un interlocuteur, mais cet homme affirme n'avoir jamais subi d'attaque. Depuis que j'ai commencé cette activité, je n'ai jamais été victime d'attaques d'hommes armés. Même s'il y a eu d'attaques, je ne faisais jamais partie des voyageurs. Cependant, j'entends très souvent dans les discussions des autres forains qu'il y a parfois des assauts sur les routes. Au péril de leur vie, ces forains affrontent au quotidien les dangers.
C'est ce que constate cette femme leader de la ville de Djema. En venant, ils les menacent parfois. Après, ils les laissent partir quand ils vont pour le marché et prendre tout ce qu'ils ont eu ces jours-là. Maintenant que ça a diminué. Bien que les menaces des groupes armés persistent, les populations locales ont développé une capacité de résilience, selon Mahamadou Konaté, un leader communautaire. Les populations sont vraiment résilientes. Même si des coups de feu se font entendre, les gens continuent de vaquer à leurs occupations pour survivre. Ces personnes ont décidé de s'en remettre à Dieu. Sinon, elles ne peuvent pas abandonner leurs activités. Des cas d'attaque sont parfois signalés aux alentours de la ville, notamment sur les routes des marchés hebdomadaires. Les forains sont dépouillés de tous leurs biens, mais cela ne les empêche pas de poursuivre leurs activités. Mais pour l'analyste sécuritaire à l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité, Baba Dakono, la capacité de résilience des populations dépend du contexte sécuritaire des zones. Pour ces communautés, l'exercice de leur activité économique est une question de survie, ce n'est pas une option qu'elles peuvent abandonner. Donc elles font face à cette insécurité, mais continuent, dans le cas particulier de Djema que vous venez de citer, à exercer de façon très difficile leur activité. Mais encore une fois, il faut préciser que il y a une différence de temporalité quand on parle de Djema ou quand on parle du centre du pays. Dans les localités du centre du pays, les communautés font face à cette insécurité caractérisée notamment par l'activisme des groupes extrémistes violents depuis plus d'une décennie maintenant. Donc les groupes ont eu le temps de s'implanter, de s'immiscer dans la sociologie et dans l'économie politique locale, ce qui n'est pas encore véritablement le cas à Djema, même si on sait que le même mode opératoire est transposé dans l'ouest du pays. À Djema, malgré la peur et l'incertitude, les forains continuent de se battre semaine après semaine pour faire vivre l'économie de la ville. Des retours de Djema dans l'ouest du pays, Aliou Tcham pour la West Africa Democracy Radio. Au Niger, la commune rurale de Sakwara accueille des déplacés venus de plusieurs villages environnants qui ont fui les attaques d'hommes armés non étatiques. Dans cette localité, parmi elles, il y en a qui exercent des activités génératrices de revenus pour survivre. Dans la quête de solutions à la menace terroriste, les autorités locales ont organisé un forum qui a permis de cerner les grands problèmes d'insécurité dans cette zone. Le reportage de Murtala Zoubero. Sakwara, commune rurale de 38 000 habitants, subit, tout comme sa voisine Anzourou, l'insécurité. Les populations déplacées des deux localités cohabitent dans des zones où elles se sentent en sécurité. Moussa Seydou Kalilou, chef de canton de Sakwara. Le canton d'Anzourou est maîtrisé et confronté à plusieurs attaques et qui a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de déplacements. Et vous avez vu beaucoup de déplacés qui sont au niveau de Sakwara, Djambala, Namar, Gungu, tous les villages du canton. On a des déplacés d'Anzourou. Et quand ceux qui vous font front et se déplacent, donc ça veut dire que vous êtes aussi exposés à ces difficultés. Ce qui fait que même nos champs, les champs lointains, les gens ne peuvent plus les exploiter par crainte d'être attaqués. Face à la recrudescence des menaces terroristes, les populations réfugiées dans cette localité prennent leur mal en patience en initiant de petites activités génératrices de revenus pour survivre. Haruna Soleil s'est transformé en coiffeur communément appelé Wanzam. Ce n'est pas facile de rester sans rien faire, surtout pour quelqu'un qui a une famille à prendre en charge. Raison pour laquelle je me suis transformé en coiffeur traditionnel. C'est une activité que je mène ici depuis que nous avons quitté notre village d'origine. Et c'est avec que j'arrive à m'en sortir malgré la crise sécuritaire que nous vivons actuellement. Les femmes aussi ne sont pas restées en marge et se battent pour être plus résilientes. Hagara Issoufou, mère de famille âgée d'une cinquantaine d'années, explique son quotidien.
Je suis mère de 4 enfants et nous sommes ici à Sahakwara depuis près de 8 mois. Cette situation ne m'étant pas favorable, je me suis lancée dans cette activité de vente de beignets et c'est avec le peu que je gagne que je prends la charge de mes enfants. Nous essayons d'être résilients malgré la situation que nous traversons aujourd'hui. Pour mieux soutenir la capacité de résilience des populations à Sakwara, les autorités administratives et coutumières avec à leur tête le chef de canton, l'honorable Moussa Seydou Kalilou, ont organisé un forum qui a abouti à l'élaboration d'un plan d'action. Et ce forum cantonal qui a regroupé tous les chefs de village, les imams, tous les leaders au niveau de tous les villages pour discuter de tous les problèmes, quelles sont les causes de ces problèmes, les solutions possibles à apporter et nous avons finalement fait un plan d'action cantonal. Et dans ce plan d'action cantonal, je peux retenir par rapport à un élément important qu'il faut retenir par rapport à l'insécurité. Nous avons discuté sur comment faire pour occuper la jeunesse parce que c'est le fer de lance du développement. Il faut nécessairement que les jeunes puissent être occupés et il faut qu'on trouve des activités génératrices de revenus pour que ces jeunes-là ne soient pas enrôlés par d'autres personnes. Au Niger, la crise sécuritaire affecte de nombreuses familles. Elles font preuve de résilience. Les régions les plus touchées sont Difa, au sud-est, et Tillabéri, à l'ouest du pays. De Niamey, Murtala Zouberou pour West Africa, Démocratie Radio. Nous nous tournons maintenant vers Baba Dakono. Baba Dakono est de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. L'expert des questions sécuritaires nous explique comment se traduit la résilience dans le quotidien des populations affectées par l'insécurité au Mali. Il est générique en ce sens où les populations sur toute l'étendue du territoire n'ont pas les mêmes capacités. On a vu des populations faire face à cette insécurité et se maintenir debout. On a vu également dans d'autres localités des déplacements de masse. Donc on ne peut pas de façon générique ou globale dire que les populations ont les mêmes capacités face à cette insécurité qui est maintenant persistante et diffuse dans tout le pays. Alors, cette résilience repose sur plusieurs facteurs et plusieurs moyens que les populations ont déployés. Mais dans la majorité des cas qu'on a pu documenter à travers des entretiens avec des ressortissants de ces populations, il s'agit surtout d'une capacité diplomatique parce que dans de nombreux cas, ce sont des populations qui ont pu avoir, même de façon non écrite, des accords locaux avec les acteurs de l'insécurité, principalement les groupes qualifiés de terroristes. Dans des localités, notamment dans l'interfleuve, dans toute la zone inondée de la boucle du Niger, donc des localités frontalières entre Ségou et Mopti jusqu'au cercle de Djenné, des communautés dans ces localités-là ont pu avoir des accords locaux avec les communautés. Dans le Massina également, avec les groupes extrémistes violents. Dans le Massina également, ces types d'accords ont été signés pour permettre d'abord aux populations de pouvoir faire exercer leur activité économique et de se mouvoir entre les différentes localités parce que dans le cadre de l'activisme des groupes extrémistes violents, ce qu'on a observé, c'est ils se sont beaucoup illustrés par les embargos, les blocus qui font sur des localités, notamment à l'intérieur du pays. Et pour obtenir la levée de ces blocus-là, de nombreuses communautés ont dû faire ou signer des accords locaux. Dans d'autres localités, bien entendu, il n'y a pas eu d'accord. Il y a toujours les groupes d'autodéfense, les milices que les communautés ont mises en place et soutenues souvent par la diaspora de ces communautés-là qui essaient de faire face à cette insécurité-là. Après, il y a
il y a de façon peut-être au sein même des communautés des ressorts qui ne sont pas toutes cassés et qui permettent dans d'autres cas à faire face à cette insécurité-là. Donc la capacité de résilience, pour me résumer, repose sur plusieurs facteurs, dont le facteur diplomatique, la capacité des populations à négocier leur option de survie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour ces populations, la signature des accords locaux n'est pas un acte politique ou autre. Pour elles, ce sont des questions de survie. Donc dans ces cas, ce sont ces signatures d'accords locaux qui ont permis cette résilience. Dans d'autres cas, ce sont d'autres ressorts au niveau communautaire, notamment la chefferie, ou encore le fait que pour des acteurs qualifiés de terroristes, ces communautés ne représentent pas d'enjeux durables qui n'imposent pas de se maintenir dans ces localités-là. Donc les communautés ont su jouer sur la présence et l'absence de ces groupes-là dans leur localité. Et dans d'autres, comme je le disais, c'est les milices et les groupes d'autodéfense qui ont permis aux communautés de se maintenir debout. Baba Dakono, expert des questions sécuritaires et membre de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. C'est la fin de ce numéro de votre magazine Dans le Sahel. Nous avons parlé de la capacité de résilience des populations affectées par l'insécurité. Magazine réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society, à retrouver sur wadr.org, notre site. Réagissez sur notre page Facebook WADR français. Écrivez-nous sur wadr@wadr.org. Notre numéro WhatsApp est le suivant: +221 77 569 77 72. +221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut